Cette ville, assise de l'autre côté du fleuve Rouge, au milieu des rizières du delta, c'est Hanoï, la capitale du Tonkin. L'un des bastions du monde libre en Asie, l'une des villes aussi dont on parle le plus dans l'univers et dont on a prédit plus d'une fois la chute et la destruction. Hanoï est toujours debout. Ses habitants vivent en paix. Ses rues et ses avenues sont animées. On y circule librement. Et cependant, presque chaque soir à Hanoï, on entend le canon. Dans l'Indochine en guerre, la bataille a fait rage au Tonkin et la France mène là, de l'autre côté des Indes, à 13 000 km de Paris, un des plus grands combats de son histoire sur une terre où les hommes respirent mal, sous un climat dur. Contre quel ennemi? S'il n'apparaît pas sur l'écran, c'est qu'il se terre comme d'habitude quand il n'est pas en force et qu'il attend la nuit pour bouger. Ces routes, ces rizières vides, ces collines et ces vallées ont été des champs de bataille sur lesquels on veille encore. Ces ruines ne sont pas l'œuvre du temps, mais de l'ennemi contre lequel se bat le corps expéditionnaire. Ces morts ont été abandonnés par l'ennemi dans les barbelés d'un poste attaqué. Ces populations malheureuses fuient leurs villages en flammes et leurs champs dévastés par la guerre et la domination du Viet Minh qui prend leurs riz et leurs fils. L'armée française aussi paie cher cette guerre qu'elle mène pour remplir ses engagements internationaux et pour maintenir l'Union française en défendant l'indépendance nouvelle du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Quant aux morts, il ne servirait à rien de les cacher. C'est en automne 1950 que la véritable bataille du Tonkin a commencé, par des revers. Le harcèlement que le Viet Minh exerçait sur nos troupes depuis des années s'est transformé soudain en une offensive dont on n'avait pas prévu qu'elle serait si rude. D'un seul coup, tout le Tonkin s'est cru perdu. Et les défenses qu'on établit en toute hâte ne semblaient plus capables de stopper un ennemi grisé par son succès. Pour arrêter la catastrophe, il fallut envoyer en Indochine un homme assez courageux pour jouer son prestige sur un terrain difficile et assez grand pour forcer la victoire. La situation était grave, elle devint tragique le 14 janvier 1951 à Vignette. Dans la nuit,
du 12 au 13 janvier, du vendredi au samedi. Ça a commencé sur la droite. Ce fut une bataille dont Delattre reconnut l'importance décisive et qu'il gagna à l'emporte-pièce parce qu'il n'avait pas le droit de la perdre, car c'était le sort du Vietnam qui se trouvait en jeu. Pour la première fois de cette guerre, le Viet Minh lançait à l'attaque 3 divisions bien instruites, bien armées et bien commandées. Delattre comprit que la guerre venait de changer de rythme. Il survola le champ de bataille en avion, gagna les postes de commandement avancés, interrogea les hommes qui avaient échappé aux premiers assauts, puis il se recueillit et il donna ses ordres. Il manquait d'hommes et il alla les prendre où ils étaient. Il préleva 7 bataillons sur l'ensemble de la Cochinchine et de l'Annam. Et comme il manquait aussi de temps, il réquisitionna tous les avions civils pour jeter en 48 heures des forces neuves devant un ennemi déjà sûr de son succès. À peine débarquées, de jour et de nuit, les troupes furent transportées en camion sur le champ de bataille, par des routes minées, au pied des collines, d'où déferlait l'ennemi vers la citadelle de Vignène. Ce qui n'était pas imaginable devint soudain réalité. Ce n'était plus un général français qui livrait combat. C'était le génie même de la guerre qui rusait, cognait, bondissait et retourna la situation devant les divisions ennemies stupéfaites. Ho Chi Minh avait promis à ses hommes qu'il fêterait le Tet, c'est-à-dire le nouvel an vietnamien, à Hanoï. Seulement depuis décembre, les données du problème n'étaient plus les mêmes. Le corps expéditionnaire n'avait pas reçu de renfort, au contraire, mais l'âme de l'armée avait changé. Delattre commandait. Ses ordres étaient transmis et ils étaient exécutés à tous les échelons avec ardeur. Et la fortune des armes changea de camp parce qu'un homme lui fit rebrousser chemin. Les seuls soldats du Viet Minh qui passèrent les fêtes du Tet à Hanoï furent des prisonniers. La guerre s'éloigna des tours de la cathédrale d'Hanoï. Le canon qui avait grondé pendant des semaines se tut. Dans le monde entier, l'étonnante nouvelle alla démentir la défaite annoncée trop tôt. Hanoï était sauvé, Hanoï respirait, Hanoï se remettait à vivre. La bataille s'éloigne.
Maintenant que l'ennemi est vaincu, une zone nouvelle se trouve libérée et il faut penser au seul but de cette guerre qui est d'établir la paix et la justice. Il faut étendre aussi le règne de la pitié. Donner un toit à ceux qui n'en ont plus, rassurer les femmes, les vieillards et les enfants que les combats ont effrayés, vêtir ceux qui sont nus, soigner ceux qui sont malades, donner à manger à ceux qui ont faim. Et c'est le rôle des groupements administratifs mobiles créés par le gouvernement vietnamien. Leur affaire, leur mission, c'est bien le retour de la paix dans les villages et dans les cœurs. De l'autre côté de cette rivière, le Viet Minh garde ses barres. Il faut éviter qu'il en sorte à nouveau, et là encore, les armes sont nécessaires pour protéger les paysans. Il faut relever les ruines et reconstruire les routes. Il faut garder la récolte de riz que pour continuer sa guerre, le Viet Minh veut enlever à ceux à qui elle appartient. Car le riz est la vraie monnaie du Viet Minh. Il est pour lui le nerf de la guerre. Pour paralyser l'ennemi, il faut mettre la moisson hors de son atteinte. Ainsi, l'œuvre du maréchal de Lattre continue. Pour employer le simple mot des patrouilles, ça suit. Les chefs qui furent ses collaborateurs et qu'il forma commandent le corps expéditionnaire. Le même homme qui était son chef et son ami assure la continuité de la politique française. Mais surtout monte cette armée nouvelle, cette armée vietnamienne, forte déjà de plus de 100 000 hommes que de Lattre a créé parce qu'il a cru en elle. Elle a mérité cette confiance en prenant chaque jour une part plus grande au combat, et l'élite de la jeunesse vietnamienne répond à l'appel qui lui a été adressé. Soyez des hommes, c'est-à-dire, si vous êtes communiste, rejoignez le Viet Minh. Il y a là-bas des individus qui se battent bien pour une cause mauvaise. Mais si vous êtes des patriotes, combattez pour votre patrie, car cette guerre est la vôtre. Elle ne concerne plus la France que dans la limite de ses promesses envers le Vietnam. Et moi qui ai connu et aimé la jeunesse de beaucoup de nations, je dis que la jeunesse de ce pays est à la mesure de cette confiance et des exigences de l'histoire. J'ai confiance en vous. Vous êtes l'espoir qui n'a pas failli et qui ne sera pas déçu. Je crois que le monde sera sauvé par quelques-uns. Je crois que le Vietnam sera sauvé par vous.